Du coup, ouais, donc du coup, toi, ta pertinence ici, c'est la pertinence d'un manager classique, c'est-à-dire au final, c'est en tant que manager, est-ce que je sois ou pas confrontée à la question du handicap, qu'est-ce que ça signifie pour moi, quelle est ma vision de manière générale. Donc, déjà, moi, la première question, c'est un petit peu, bah, toi, finalement, qu'est-ce que tu fais ici, combien de personnes tu manages. Voilà, responsable de la comptabilité fournisseur, on a 25 personnes dans l'équipe. Les profils des collaborateurs sont divers. On a des personnes avec beaucoup de bagages et d'autres avec très peu de bagages, voire pratiquement pas du tout de bagages. D'accord. L'activité du groupe nous permet quand même d'alimenter l'ensemble des collaborateurs. Par contre, que dire de plus? Alors on traite, c'est vrai que la différence par rapport à des petites structures, c'est qu'on traite beaucoup de volumétrie. Et qui dit volumétrie dit souvent tâches un peu répétitives. Et donc on a besoin de différents profils pour gérer cette activité. Notamment on peut avoir des personnes qui ont des profils avec une possibilité d'évolution relativement faible, mais sachant qu'il y a quand même beaucoup de volumétrie et du travail qui est quand même relativement... Je ne vais pas parler de basique parce que chaque boulot a son importance au niveau de l'équipe. Je vais peut-être décrire un petit peu le process qu'on a, nous, au niveau du traitement de notre activité. Peut-être ce qui pourrait être éventuellement intéressant, dans mon cas, ça serait peut-être plutôt les différents types de métiers, de postes que tu as, et un peu les qualifications qu'il y a derrière. Alors, sur les différents postes, tu vas avoir d'abord une partie administrative, sur laquelle tu n'as pas franchement un besoin énorme de qualification. Je parle de quoi? Je parle de dépouillement du courrier, répondre au téléphone. Là, il faut connaître un petit peu la société, mais pas forcément besoin d'avoir beaucoup de bagages. Scan des factures et ce qu'on appelle l'indexation de factures, c'est-à-dire la codification, donner sur un enregistrement comptable la carte d'identité d'un document qu'on vient juste de prendre. Ça, c'est les premiers profils. Les seconds profils sont des profils plutôt de comptables qui vont traiter les factures, les enregistrements comptables, qui vont traiter les paiements de factures, qui vont traiter les notes de frais, le paiement des notes de frais. Donc là, par contre, tu as besoin d'avoir quand même un minimum de connaissances comptables pour pouvoir enregistrer des pièces, des documents qui nous arrivent par des écritures comptables. Et ensuite, les paiements de ces factures, ou ces notes de frais, ou ces caisses, enfin, qu'importe le document, où là, par contre, il y a un minimum besoin de rigueur intellectuelle pour ne pas faire n'importe quoi. Donc ça, c'est la deuxième catégorie de comptables qu'on peut avoir. Ensuite, après, tu vas avoir tous ceux qui sont un peu... qui ont un petit peu plus de bagage ou un peu plus d'expérience, qui vont travailler plutôt sur des clôtures. Alors, ils vont faire également le travail de leurs collègues, c'est-à-dire des enregistrements comptables, mais en plus, ils vont peut-être faire moins d'enregistrements comptables, mais on va leur ajouter quelques tâches, notamment sur la participation à des clôtures comptables. D'accord. Donc là, par contre, ils vont analyser les comptes, ils vont passer des écritures, ce qu'on appelle des écritures de fin de période, où là, par contre, oui, on a besoin d'avoir des personnes qui ont soit un peu plus de connaissances par l'expérience qu'ils ont pu avoir précédemment, soit un peu plus de diplôme. Ok. Et ensuite, la dernière catégorie, ce sont les managers qui, eux, gèrent un petit peu tout ce beau monde pour que ça puisse tourner dans l'équipe. D'accord. Toi, à ton niveau, est-ce que tu as déjà été confronté à la question du handicap, de près ou de loin, soit d'un point de vue professionnel ou personnel? Alors, personnel, non, pas pour l'instant. Par contre, au sein de mes équipes, oui. Alors, c'est pas... J'ai plutôt récupéré des personnes qui étaient plutôt dans une situation de reclassement. On ne savait pas trop où les mettre et on les a proposés comme collaborateurs sur des postes qui étaient alors j'en ai pas eu personnellement sur des postes intermédiaires, mais j'en ai eu 2 sur des postes d'administratif. D'accord. J'ai récupéré une personne de l'administration des ventes qui était arrêtée depuis 2 ans, 3 ans je crois,
Et lorsqu'elle est revenue, lorsqu'elle devait revenir en tout cas, il n'y avait plus de poste pour elle au sein du service dans lequel elle travaillait et on m'a proposé sa candidature. Donc c'est vrai que je pouvais l'alimenter actuellement, mais sur des tâches d'entrée dans notre système d'exploitation, c'est-à-dire dépouillement de courrier, scan éventuellement de facture, de répondre à nos appels téléphoniques, diriger les appels vers le bon service éventuellement, tu vois, ce genre de choses. Mais sinon sur des postes de comptable, alors la comptable, par rapport à d'autres secteurs d'activité peut-être, je dirais n'évolue pas réellement. Enfin, les règles comptables restent les mêmes, quelles qu'elles soient. Après, tu peux avoir des règles fiscales qui vont changer, mais bon, là, par contre, c'est pas des règles qui changent tous les 4 matins. C'est quand même des évolutions qui sont plutôt faibles. D'accord. Et puis après, non, on va avoir vraiment le vrai souci, ce sera plutôt sur le système d'exploitation, sur lequel tu peux avoir des évolutions, où tu vas avoir des personnes qui sont peut-être habituées à des travaux répétitifs sur un système d'exploitation qu'ils maîtrisent parfaitement parce que ça fait 15 ans, 20 ans qu'ils travaillent dessus. Et lorsque ces mêmes personnes, on va les mettre sur un nouveau système d'exploitation, la réadaptation va être un peu plus compliquée, je dirais, que la personne qui est plus habituée, je dirais, aux outils d'aujourd'hui. Et là, par contre, on va avoir un réel souci. On peut absorber, sachant qu'encore une fois, on parle sur des tâches qui sont quand même relativement répétitives. D'accord. Même si le document l'enregistrement comptable n'est jamais le même, mais l'utilisation du produit reste le même. D'accord. Alors, du coup, moi, sur le questionnaire que j'ai fait, c'est un questionnaire à la base que j'ai conçu à la direction de la DRH. Oui. L'idée, c'est de remettre dans le contexte de ces questions-là et plus de demander toi ton avis, ta position de manière générale en tant que manager et au vu des problématiques que tu peux avoir toi sur la gestion de ton équipe au quotidien. Donc moi ce que je leur ai posé comme question c'était dans quelle mesure est-ce qu'il était possible pour eux d'identifier des salariés à risque, c'est-à-dire des salariés qui, il y a 1, 2, 3 arrêts qui interviennent, on sent que la personne, il y a une santé qui se dégrade. Donc c'est ça quand je parle de salariés à risque, c'est des personnes qui ont pu aller en arrêt maladie sur une très longue période ou qui vont très régulièrement en arrêt maladie et où on est conscient qu'il y a une problématique de santé qui pourrait arriver à amener à un risque d'inaptitude sur le poste de travail. Donc là, moi, j'aurais posé cette question-là et moi, ma question pour toi en tant que manager, c'est comment est-ce que toi, tu pourrais t'impliquer si demain, il y avait une situation de ce type. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ton équipe, tu sens qu'il y a une personne qui est en difficulté sur son poste de travail pour des problématiques santé, etc. Comment toi, en tant que manager, tu pourrais participer pour aider la RH pour à un moment donné faire remonter de l'information. Comment toi tu vois ta position en tant que manager sur un cas comme celui-là? Alors généralement les cas comme celui-ci, j'en vois certains de personnes qui sont... Alors je dirais que c'est pas est-ce que c'est le même contexte? On arrive à sentir quand même qu'une personne, enfin après ça dépend des circonstances, mais j'ai eu le cas notamment des personnes qui souhaitaient changer de poste et qui décrochaient petit à petit. D'accord. Donc, naturellement, le fait de vouloir changer, elles n'obtiennent pas ce qu'elles projetaient comme poste au sein du groupe, entraîne des arrêts à répétition, souvent. Le moindre bobo est synonyme d'un arrêt maladie, on a mal à la tête, c'est un arrêt maladie, etc., etc. Donc là, la seule façon, c'est de convoquer la personne, d'essayer de la convaincre déjà d'une que les modifications, c'est ce qu'on a fait dernièrement, les changements de poste, aujourd'hui, si elle n'a pas obtenu le poste qu'elle souhaitait, l'attitude positive qui peut être ressentie, non pas simplement par son manager, mais également par les autres services avec lesquels elle est amenée à travailler, elle risque de jouer en sa défaveur. Donc naturellement, il faut qu'elle garde une attitude positive et se dire c'est pas grave, j'ai pas eu le poste que je souhaitais. Et la meilleure solution, c'est de garder une attitude positive et toujours la même capacité d'absorber du travail qui peut être remarqué par les autres services et qui pourrait m'ouvrir d'autres portes par la suite. Ça, c'est la première chose.
Et la seconde chose, si vraiment cette option ne nous convient pas, parce que mon discussion reste toujours ouverte, moi je ne pense pas que je fasse peur aux collaborateurs quand je leur ai décrit ce genre de situation, mais c'est quand même juste de les mettre devant les faits, parce que parfois certains ne se rendent même pas compte, je pense, de l'image qu'ils peuvent produire en faisant des arrêts à répétition. Et ça joue en leur défaveur totale. Et là, par contre, dans ce cadre-là, la deuxième solution, si vraiment le travail leur semble insupportable, c'est plutôt d'essayer de trouver une autre voie, une autre porte, et de peut-être démissionner ou de chercher dans une autre société. Mais surtout pas partir vers la voie qui peut-être est la voie de la facilité, c'est-à-dire de se dire, bon ben, j'ai pas obtenu ce que je veux, donc y a quelque part, il y a une espèce de faux semblant, on se dit ben, je me sens pas bien, je suis malade, alors qu'en fin de compte ils sont pas du tout malades, c'est juste qu'elles sont mal dans leur peau, elles sont mal dans leur poste, et je pense que le fait de pouvoir rebondir, et de toute façon je l'ai prouvé par certaines personnes qui ont obtenu des postes, qui ont évolué au sein de notre équipe et qui sont partis vers d'autres services, tout simplement parce qu'elles avaient une étude positive qui était remarquée par les autres services. Et ça, ils ne se rendent pas compte. Souvent, une personne ne se rend pas compte que son travail peut être vu par, non pas simplement son manager, mais également par des services annexes. D'accord. Mais là, par contre, on parle vraiment de... Je ne sais pas si on parle vraiment de la même chose, mais entre une personne qui est vraiment, enfin, qui a un handicap, une maladie grave, par exemple, qui entraîne des arrêts à répétition, là, malheureusement, la seule chose qu'on peut faire, c'est compatir. Enfin, je veux dire, on ne peut pas lui donner des conseils parce qu'on sent que c'est pas... Enfin, c'est une vraie maladie. Ouais. Alors mais du coup, techniquement, dans ces conditions-là, en tant que manager, toi, tu fais quoi? Tu préviens la RH? Comment tu... Sur des vraies maladies? Voilà. Bah, sur des vraies maladies, naturellement, on prévient la RH. C'est la première chose à faire. Mais après, de mon point de vue, je ne peux pas plus faire que de prévenir uniquement, enfin d'alerter en disant ben voilà, cette personne-là a une maladie grave qui entraîne des arrêts. De toute façon, elle m'en a parlé personnellement, donc ça reste entre nous. Mais je ne peux pas faire plus. Et la RH, encore une fois, à mon simple poste, je ne vois même pas ce que la RH peut faire pour ce genre de cas, sachant qu'on parle vraiment d'une... c'est pas un mal-être d'une personne, c'est vraiment une maladie qui l'empêche de venir travailler. Et là, par contre, dans ce genre de cas, j'ai jamais vraiment été confronté à cette situation. Par contre, j'ai été confronté énormément de fois à des problématiques plutôt de personnes qui se sentaient vraiment pas bien, qui pouvaient parfois... Enfin, ils vivent un enfer, pour certains, parce qu'ils se sentent... pas appréciés à leur juste valeur, ouais, donc effectivement, il y a toute la... etc. Ouais, et là, par contre, c'est vrai que ça travaille beaucoup dans les personnes. Ce qui pose la question, finalement, dans l'arrêt, d'avoir l'arrière-plan, de pouvoir lire, finalement, qu'est-ce que c'est, à quoi correspondent les arrêts, du coup. Oui, et là du coup, toi, en tant que manager, tu n'as pas... On n'a pas l'information, la RH n'a pas l'information également. Après, c'est juste je dirais, le collaborateur en question, la confiance qu'il a en son manager, est-ce qu'il lui dit la vérité ou pas. Dans certains cas, quand c'est des maladies lourdes, je peux comprendre que des fois on n'a pas envie d'en parler même à son manager, on n'a pas envie que ça se sache. Malheureusement, c'est vrai que dans ces hypothèses-là, le manager, soit il connaît bien son collaborateur et il se doute qu'il y a quelque chose de grave derrière, et dans ce cas-là, il ne va pas essayer de le convoquer pour lui expliquer, pour lui faire entre guillemets la morale. C'est un petit peu ça. Par contre, il y en a d'autres où on sent que c'est... Enfin, on a l'impression en tout cas, on n'a pas la science infuse, mais on se dit il y a sûrement un mal-être qui est dû au poste qu'on lui a refusé, ou peut-être parce que la personne a fait plusieurs fois des demandes de changement qui ont toujours été refusées. Et là, on sent vraiment que la personne a... voilà, c'est pas une vraie maladie en tout cas. C'est pas une vraie maladie. Oui, c'est plus l'expression d'un mal-être qu'une question organique, entre guillemets. Tout à fait. Et du coup, je sais pas moi, demain par exemple, la DRH met en place une politique pour arriver justement à faire remonter ces informations-là en disant voilà, on encourage les managers à comment dire,
à être disponible sur si vous avez une problématique, etc. Et justement, toi, en tant que manager, comment tu penses que ça peut être perçu si demain, par exemple, on encourage les salariés, venez parler avec vos managers, ou vous avez X, Y référents, des personnes référentes à qui vous pouvez vous confier. Alors, est-ce que ces personnes le feront? C'est pas évident. Enfin, moi, je me mets à la place de la personne qui, soit qui a une maladie très grave, en parler, c'est pas facile. À son manager, peut-être encore moins qu'à un collègue ou une personne référente. Une personne référente, ça veut dire quoi? C'est pas anonyme. De l'autre côté, si c'est un malaise, je pense que là, par contre, on en parle actuellement. Et puis moi, personnellement, en tout cas, je vais souvent vers la RH en disant, là, je pense qu'il y a une personne qui ne se sent pas bien dans son poste. Enfin, dans mes équipes, quand ça m'arrive, j'en parle. J'en ai parlé dernièrement sur un cas qui est en cours, où je pense que la personne, si elle est arrêtée, je ne dis pas qu'elle n'est pas malade, parce que quelque part, encore une fois, je ne suis pas médecin. Mais il y a des petites choses qu'on peut sentir. Et on pressent que c'est pas franchement de la maladie. Donc la personne, naturellement, on en discute avec elle. Et on en discute déjà avec la RH. Par contre, le fait de soumettre, oui, ça peut être intéressant. Est-ce que les gens franchiront le pas pour le faire? Je ne suis pas certain. Moi, personnellement, je sais que demain, j'ai une maladie grave. Je ne sais pas si j'irai me confier à une personne de la RH sur ce sujet. Et pour quelle raison, du coup, il y aurait un frein? C'est humain. Enfin, je pense que il y a des choses qu'on ne veut pas dévoiler. On n'a pas envie qu'on s'apitoie sur notre sort. Enfin, on a quand même une certaine fierté, des fois. Enfin, je pense. Demain, j'espère que malheureusement ça arrive. Enfin, admettons que demain j'ai un cancer. J'ai pas envie de voir des personnes s'apitoyer sur mon sort en disant le pauvre, quoi que ce soit. Donc je préfère garder ça en moi. C'est une question de fierté et j'ai pas envie que. Voilà. Et je pense que d'autres personnes peuvent réagir comme moi. Enfin, je pense qu'il y en a sûrement qui réagissent comme moi, énormément. Mais c'est juste, voilà, on a du mal à se dévoiler. Et quelque part, encore une fois, je pense que c'est ça le pire, c'est qu'on n'a pas envie qu'on accepte certaines choses de nous, alors que normalement, pour les autres, c'est pas le cas. Donc, on veut être traité comme les autres, et d'ailleurs, c'est peut-être la même chose qu'on ressent au niveau de personnes qui ont des handicaps importants. J'ai un collaborateur qui est en fauteuil roulant, et il ne s'est jamais plaint des conditions, même si je vois que des fois pour lui c'est compliqué avec ces fameuses portes qu'on a qui pèsent une tonne. Et quand tu es dans ton fauteuil, il faut que tu essaies de te déplacer et d'ouvrir une porte si personne ne t'aide. Mais ça n'empêche qu'il ne demande pas de l'aide. Ouais. Il y a une difficulté à débloquer le dialogue à un moment donné sur ces questions-là, quoi. C'est pas qu'on ne souhaite pas le développer. Nous-mêmes, quelque part, on va aider la personne. Enfin, l'histoire de la porte, je vais pousser la porte à sa place. J'attends aucun remerciement de sa part et j'essaie de faire comme si je le faisais avec n'importe qui, pour pas qu'il ressente le moindre malaise, lui, de son côté. Et lui, de son côté, je sais que, personnellement, il n'ira jamais demander à quelqu'un « est-ce que tu peux m'aider à ouvrir la porte ?» Et demain, par exemple, la RH propose la mise en place d'un système de référent. Un système de référent, ça voudrait dire des personnes à qui n'importe quel salarié peut éventuellement se confier, remonter un besoin, en garantissant bien entendu l'anonymat, la confidentialité, etc. Toi, là-dessus, qu'est-ce que tu en penses? C'est pas une mauvaise idée. En sachant que ces personnes-là, le but, c'est qu'on puisse les accompagner, les former aussi là-dessus. Alors, je trouve que c'est une très bonne idée. Le seul problème, c'est que je suis pas certain, encore une fois, que les gens franchiront le pas, ou très difficilement. Certaines auront plus de facilité que d'autres. Une personne qui est peut-être très fière ne franchira pas ce pas-là. Il n'ira pas vers cette personne. Okay. Les référents, pour moi, c'est plutôt le collègue de travail avec qui on s'entend très bien, avec qui on va peut-être plus s'ouvrir et raconter nos problématiques. Après que ce collègue puisse aller voir un référent, ça serait peut-être plus simple. D'accord. C'est-à-dire de passer par un intermédiaire. Mais qu'une personne aille directement voir un référent. Après, du coup, les référents, finalement, est-ce que ça peut pas être ces différents collègues-là, ou est-ce que si on leur met l'étiquette référent, ça peut... Alors après, le problème de coller l'étiquette, pour moi, je passerais plus par une sorte d'intermédiaire. Enfin,
collègue, on va pas l'appeler le référent, le collègue qui va peut-être parler à un référent, c'est beaucoup plus simple. Et encore, est-ce que... Enfin, c'est compliqué quand même comme sujet. Est-ce que quelque part on me confie quelque chose de grave? Est-ce que je vais en parler à la RH, à un référent qui se trouve au sein de la RH? Je suis pas certain. Sauf si quelque part je peux lui apporter de l'aide sans qu'il le sache. Et je pense que ouais, enfin je sais pas, j'ai jamais vraiment été confronté à ce genre de cas. Non, mais ça pose la question au fond un petit peu de la sensibilisation et de comment à un moment donné une entreprise décide de communiquer et quelle information elle donne à disposition de ses salariés pour savoir comment est-ce c'est vrai que l'idée est bonne, hein. C'est vrai que si on peut se confier, peut-être qu'on... Mais c'est bien ce que tu me dis, en tout cas moi ça m'amène à me dire qu'il y a effectivement il y a des limites et qu'il faut faire avec ces limites, qu'il faut réfléchir à comment est-ce qu'à un moment donné... Après c'est juste de savoir comment on passe le fameux seuil ou la porte de cette personne. C'est ça, ouais. Et enfin moi dans les cas qui sont autour de moi, il y a certains... Enfin, il n'y a pas qu'un cas. Là, je parle d'un cas qui est visible. La personne est en fauteuil, qui a du mal à se déplacer, etc. Il y a d'autres cas qui sont beaucoup moins visibles. Une personne qui a pas de bagage, qui ne comprend pas certains sujets. J'ai vu le cas avec une collaboratrice, où lorsque je lui parle de certaines tâches à effectuer, enfin certains dossiers que je lui confie, la personne va revenir me voir 3 fois, 4 fois, 5 fois des espaces naturellement pour pas que ça soit toutes les 5 minutes. Je sens qu'il y a un problème. Enfin, elle ne comprend pas les termes que j'utilise peut-être, ou elle ne comprend pas la méthodologie qui me paraissait pour moi relativement simple, mais pour elle qui est un peu plus complexe apparemment. Et cette personne va essayer de déjà d'une première part, elle va très mal le vivre, parce que je pense que ça la travaille énormément. Elle va tout de suite penser, d'ailleurs, elle me l'a dit une fois, une collaboratrice qui était venue me voir sur un sujet qu'on avait longuement parlé, un dossier qu'on lui avait confié. Elle a essayé de se débrouiller avec et je pense qu'elle ne comprenait pas ce qu'elle faisait. Et pourtant, ça me semblait, à nous comptables, ça nous semblait relativement simple, parce que j'ai demandé à une autre comptable de venir et qui ne connaissait pas le sujet, qui lui a expliqué en 2 minutes. Elle a réussi enfin, la comptable à le comprendre, par contre, la personne n'avait toujours pas compris ce qu'on attendait d'elle. Je pense que c'est une véritable souffrance. Et dans ces cas-là, se confier en disant le simple « je n'ai pas compris », est-ce qu'on peut reparler du sujet? La personne, elle a employé un truc qui... Parce qu'à un moment, je lui explique le sujet et puis il n'y a pas un autre sujet. Je ne vois pas trop le rapport. Et la réaction de la personne m'a dit, et je l'ai senti, et là, quelque part, je me suis dit, voilà, il faut faire attention. Elle m'a dit, oui, mais je sais que je dois passer pour une gourde. Non, on a juste, nous, une façon de penser. En tant que comptable, je pense qu'on a un esprit qui a été formaté à une certaine discipline, une certaine logique, qu'elle n'a pas. Et c'est à moi d'essayer de m'adapter à elle pour essayer de lui expliquer autrement. Mais je ne trouvais pas les termes ou les exemples à lui donner. Mais elle le vivait comme souffrance. Mais cette souffrance-là qu'elle avait, enfin, bon, c'est pas très grave ce que je raconte, mais elle avait du mal à en parler. Vous voyez, franchir le pas d'en parler, pourtant une personne qui est là pour vous aider, ça devrait être simple. Non, c'était pas simple. C'est assez intéressant ce que tu me dis là, parce que une personne qui peut avoir ce type de problématique, ça peut être en fait révélateur d'un certain nombre de troubles. Peut-être. Qui sont potentiellement des troubles cognitifs, qui sont aussi des troubles qui sont reconnus comme des handicaps. Mais forcément, ce genre d'informations-là, cette capacité à pouvoir identifier un petit peu comme ça les problématiques que peuvent avoir des salariés sur des handicaps invisibles, quand on ne sait pas ce que ça peut être, c'est très difficile de se dire c'est peut-être ça. Et puis pareil, même si combien même on est formé, à un moment donné arriver à tendre la perche pour qu'à un moment donné la personne se confie, c'est aussi extrêmement difficile. C'est pour ça que je disais que le fait de franchir une porte, aller voir un référent pour lui parler d'une problématique, c'est loin d'être simple pour la personne. Et je pense que l'idée, encore une fois, est très bonne, je pense. Par contre, aller directement franchir c'est l'exercice qui est compliqué. C'est très compliqué. Je pense que c'est pas ouvert à tout le monde. Ok. Alors moi, je posais une autre question à la DRH, où je leur demandais dans quelle mesure il serait possible de garder le contact avec les salariés lorsqu'ils sont en arrêt. Et là, au manager, je dirais plutôt
est-ce que le manager pense pouvoir le faire, par exemple, ou qui pourrait le faire? S'il faut à un moment donné garder le contact avec un salarié parce que voilà, il y a une difficulté, il est en arrêt maladie pendant un certain temps, on ne sait pas trop quand est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il peut ou pas. Alors, encore une fois, tout dépend des liens qu'on peut avoir avec les collaborateurs. Moi, je sais qu'avec mes collaborateurs directs, je leur passe un coup de fil pour savoir où c'en est. Un collaborateur qui dépend d'un de mes managers, je ne vais pas l'appeler en direct. Ça, je pense que c'est soit le manager c'est le manager direct de la personne qui peut appeler pour prendre des nouvelles. Enfin, c'est pas pour lui donner du boulot, c'est juste pour prendre des nouvelles, comment ça va, est-ce que ça va mieux et compagnie. Ça m'est arrivé encore une fois dernièrement avec une de mes managers qui s'est cassé le poignet. Bon, je l'appelle une fois par semaine, alors ça va mieux, ça va, tu profites du beau temps, enfin bref, des conneries, c'est juste histoire de dire, bon, t'as pas oublié, quoi. Mais au-delà de ça, je n'irai jamais appeler un de mes collaborateurs qui dépendent, même si j'apprécie énormément la personne, et ça peut arriver assez fréquemment, j'ai une certaine retenue pour ne pas l'appeler dans le direct. Parce que j'ai pas envie de l'embêter là par contre. J'ai pas le même rapport avec elle, avec ce collaborateur qu'avec mon manager direct avec qui je travaille beaucoup plus. Et donc j'ai beaucoup plus de facilité à l'appeler, où je pense que je le dérange pas, c'est juste lui montrer qu'on l'a pas oublié tout simplement, parce que je l'appelle jamais pour lui dire est-ce que tu peux faire ça, tel boulot, il en aurait maladie, mais par contre un autre collaborateur qui dépend de mes managers, je l'appellerai pas. D'accord. Donc finalement... Je demanderai des nouvelles à son manager. Ouais. Finalement, toi, en tant que manager direct, avec tes collaborateurs directs, tu arrives à avoir ce rapport de pouvoir appeler le salarié quand il est en arrêt, savoir si ça va, etc. C'est des choses qui se font, quoi, finalement. Pour moi, c'est assez fréquent. Enfin, que ce soit ici en grande distribution, je faisais pareil. Quand j'étais dans le BTP, je faisais pareil. Enfin, voilà. Après, ça dépend peut-être du manager, j'en sais rien. Moi, quand j'ai eu un accident de moto, j'ai eu mon patron qui m'avait appelé. D'ailleurs, j'ai été touché justement par ces appels. D'accord. Quand il m'avait appelé pour me dire bon, si tu veux, si tu as besoin de quoi que ce soit, je vais te voir, je te ramène s'il te faut. Enfin, vu que j'avais la main, je ne pouvais pas me déplacer. Quelque part, ça, je ne vais pas dire ça rapproche, mais quelque part, on se sent soutenu. Ok. On peut être soutenu par son manager au niveau professionnel, mais là on se sent à titre personnel soutenu par son manager. Donc là par contre ça fait quelque chose. D'accord. Ça rapproche un petit peu, je pense, les personnes. Ok, très intéressant. La question suivante que je leur avais posée, c'était dans quelle mesure et à quelles conditions on peut éventuellement anticiper l'adaptation de poste pour un salarié. Par exemple, il est en arrêt maladie, ça fait un moment... et on se dit, bon, on sent qu'il y a potentiellement la possibilité pour lui de revenir. Dans quelle mesure est-ce qu'un manager peut se positionner ou participer à une adaptation de poste anticipée? En adaptation... C'est-à-dire réfléchir ou à un moment donné réfléchir à comment est-ce qu'on peut réaccueillir ce salarié. C'est-à-dire toi en tant que manager, comment tu t'imaginerais par exemple demain il y a un salarié qui en arrête pendant un certain temps. Là, il y a des chances qu'il revienne. Donc, on veut anticiper son retour. Comment est-ce que toi, tu pourrais te positionner en tant que manager pour participer, aider, ou en tout cas faciliter les choses pour qu'il y ait un aménagement de poste qui soit anticipé? Enfin, pour moi, il n'y a rien de spécial là-dedans. Enfin, je ne sais pas, j'ai une collaboratrice qui va revenir au mois d'août, je pense. Ça fait 2 ans qu'elle est... Elle a demandé un congé parental. Au bout de 2 ans, naturellement, il y a des choses qu'elle va avoir oubliées. On connaît un peu la collaboratrice en question. Enfin, j'ai pas besoin de réadapter un poste. Un poste, ça va changer naturellement dans ce qu'elle va faire aujourd'hui, parce que naturellement, il y a des évolutions qui ont eu lieu en 2 ans. On n'est pas resté sur les mêmes façons de travailler. Il y a des choses qu'elle a oubliées dans la société. 2 ans après, je pense qu'elle a peut-être oublié beaucoup de choses d'ailleurs. Mais pour moi, c'est comme accueillir un salarié, j'appelle un nouveau salarié, parce qu'un nouveau salarié, on lui apprend tout. Elle a quand même des bonnes notions, enfin des bonnes connaissances comme dans la société, elle a travaillé ici pendant plein d'années. Pour moi, il n'y a pas de réadaptation de poste. On réadapte un minima, oui, parce que il y a eu des choses qui ont changé. Alors, c'est même pas le système d'exploitation, il y a des personnes qui ont peut-être absorbé un petit peu de son travail et que
demain, elle va devoir faire un petit peu de choses. Mais encore une fois, on a une telle volumétrie chez nous, enfin, si je prends vraiment l'exemple de tiens les vacances, que j'ai pas d'inquiétude sur le fait de peut-être modifier un tout petit peu sa façon de travailler qu'elle avait à l'époque par rapport à aujourd'hui. Mais enfin, je vois pas de réadaptation de poste. On n'a pas changé on n'a pas révolutionné Et si du coup la personne elle vient avec des caractéristiques, par exemple le médecin du travail va dire bon bah une restriction d'aptitude X ou Y, même toi en tant que manager par exemple demain tu as un salarié qui revient, on dit voilà il y a des restrictions d'aptitude, finalement quels sont tes besoins entre guillemets. Si t'as un salarié qui revient, je sais pas moi, d'un burn-out ou un truc un peu complexe, genre psychique, parce que là on est sur du psychique, ça peut être très particulier. Toi en tant que manager, donc quelle est ta position? Tu dis à un moment donné, moi je vais recevoir un salarié qui revient de grosses problématiques, où on identifie qu'il y a potentiellement des problématiques psychiques ou autres. Toi en tant que manager, quel va être ton besoin finalement? Mon besoin, je dirais, sera toujours le même. Si la personne, je ne sais pas, était comptable, fournisseur, elle devait enregistrer des factures, enfin, faire des paiements et compagnie, ce sera toujours le même. La seule chose, peut-être, la différence par rapport à un autre collaborateur, c'est d'essayer peut-être de ménager un petit peu son traitement quotidien par rapport aux autres. Encore une fois, c'est compliqué, parce que si on effectue cette gymnastique, comment c'est perçu par le collaborateur en question c'est ce que je disais tout à l'heure avec la fierté qu'on peut avoir dans certains cas. C'est vrai que si on essaie de trop réadapter, on risque d'aller dans le sens inverse où la personne se sent un peu diminuée par rapport aux autres. Et c'est peut-être pas la meilleure solution non plus. Donc je pense que c'est d'être le plus honnête possible et le plus naturel possible. Dans ce genre de réaction. Je pense pas qu'il faut faire un traitement de faveur, parce que là ça risque d'être encore pire que le burn-out, une personne qui va revenir et on essaye d'huiler tout ce qui est autour d'elle. Est-ce que c'est la bonne solution? Je ne suis pas médecin encore une fois, je ne suis pas psy non plus, je pense pas. Faire trop de différence, moi personnellement je le percevrais très mal, à titre personnel. On n'arrive pas à me dire une vérité si je fais une bêtise ou quoi que ce soit parce que j'ai eu un arrêt de 6 mois pour un burn-out ou je ne sais quoi. Non, j'ai envie qu'on me traite comme les autres. Et du coup, toi, en tant que manager, est-ce que justement sur ces aspects-là, toi, déjà à titre personnel, d'une manière générale, tu te dis, dans ces cas-là, est-ce que c'est pertinent pour un manager de comprendre un minimum quelle est la problématique de la personne et savoir comment adapter, pour savoir justement comment adapter ton management? Bien sûr, là je suis entièrement d'accord avec toi. Mais encore une fois, l'adaptation du management, c'est là-dessus que je suis pas. Je suis peut-être pas dans le vrai, mais encore une fois, je pense comprendre la personne, savoir ce qui s'est passé, qu'est-ce qui l'a poussé à... Enfin, ok. Donc là-dessus, ça me paraît presque évident. Il faut essayer de comprendre. Par contre, trop réadapté par rapport à tout ça, est-ce que c'est pas plus destructeur qu'autre chose? Je sais pas. Enfin, encore une fois, je pense pas que je réadapterai trop. Je me trompe peut-être. Comprendre, oui, mais ça c'est normal. Enfin, je pense qu'on essaie toujours de comprendre ce qui s'est passé. Mais trop réadapter, je pense que c'est pas... Enfin, encore une fois, je me trompe peut-être, mais je pense pas que c'est la meilleure solution. D'accord. Moi, je ne supporterais pas. Enfin, après, naturellement, si on se conduit comme un tyran avec une personne et qu'on se dit, bon, je vais essayer de mettre un peu de l'eau dans mon vin, ouais, ça me paraît évident. Sauf que moi, personnellement, je ne pense pas être comme ça. Je peux être dur dans le travail de tous les jours parce que je considère que j'ai des objectifs et il faut qu'on arrive à les maintenir pour le bien du groupe. Mais je ne pense pas être un tyran. Donc, si j'étais un tyran, oui, il faudrait que je mette un peu d'eau dans mon vin. C'est pas le cas. Donc, d'accord. En tout cas, je ne ferai pas de réadaptation majeure.
à ton sens, et du coup toi tu l'as un petit peu vécu, hein, finalement, c'est la question un peu de la mobilité, c'est-à-dire récupérer des salariés qui ont été reclassés dans ton service. Toi, enfin, ma demande. À ta demande, du coup. Et comment ça s'est passé finalement cette expérience-là, enfin... Ouais. À partir du moment où c'est à ma demande, c'est relativement simple. J'avais un poste d'ouvert pour une personne dont un service n'avait plus besoin ou ne voulait plus pour X raisons, parce qu'elle n'avait pas les compétences, les systèmes d'exploitation ont évolué, et la personne en question qui revenait n'était pas adaptée à ce type d'outils. Les formations étaient trop lourdes, peut-être que la personne, même avec des formations, n'aurait pas tenu le cap. Moi, de toute façon, de mon côté, j'avais besoin d'un salarié, d'un collaborateur. J'avais un poste qui correspondait au descriptif qu'on m'avait fait de cette personne. La personne en question, je l'ai reçue, on a discuté ensemble, et j'ai considéré que oui, en effet, elle était adaptée au poste que je voulais proposer, donc j'ai aucune problématique, sachant que j'étais demandeur. Est-ce que si demain... Quoique non, j'ai connu le cas précédemment où on m'avait collé un manager qui n'était pas comptable. Là, oui, en effet, j'ai dû réorganiser des tâches par rapport aux capacités de la personne. Mais bon, sachant qu'encore une fois, c'était au début, je l'ai mal vécu, sachant que quelque part, on m'imposait quelque part une personne qui, pour moi, n'avait pas les capacités à tenir ce poste. Donc ça a duré quelques semaines, la personne n'était pas encore chez moi, mais enfin j'ai dû me creuser un petit peu l'esprit pour savoir comment prendre cette personne qui avait quand même un poste de manager, c'était quand même pas non plus un poste de comptable, noyé dans une multitude de personnes. C'était juste une personne qui allait quand même diriger des comptables sans en avoir les compétences. D'accord. Et là par contre, oui, j'ai réorganisé le service par rapport aux compétences de la personne. D'accord. Enfin, ce que je considérais de ses compétences, qui ont évolué par la suite d'ailleurs. Donc là, c'est un peu plus délicat. Est-ce que je l'ai mal vécu au début? Oui. Naturellement, ça demande toute une gymnastique de se dire comment on va faire pour absorber les flux, que cette personne puisse s'en sortir, qu'elle puisse être crédible auprès de ses collaborateurs. Naturellement, un comptable, c'est comme n'importe quelle fonction, il se rend compte que son manager, enfin son patron, je sais pas, soit un ingénieur qui ne comprendrait pas les plans qu'on lui propose. J'imagine que les collaborateurs lambda vont quelque part se dire il ne me sert à rien, c'est un peu ce qu'on entend souvent, et je peux me passer de lui, donc c'est pas un vrai manager. Alors qu'il y a peut-être d'autres qualités de son manager qui le poussent à prendre ce poste. Ouais. Mais en tout cas, oui, c'était un peu compliqué. Et donc là-dessus, il a fallu réadapter un petit peu et finalement, après expérience, toi, qu'est-ce que quelles sont les limites de ça, en quoi ça peut être intéressant ou pas intéressant Là, j'avais les possibilités de le faire. Alors, c'était intéressant parce que la personne apportait des méthodes de travail qu'elle avait qui n'étaient pas les nôtres. Enfin, pas ceux des comptables en tout cas. La façon de manager n'était pas du tout celle des comptables, enfin celle que des managers comptables que j'ai pu connaître. Elle avait des points de contrôle qui étaient un peu différents. On avait réussi à mettre en place, etc. C'était intéressant, ça nous apportait quelque chose aussi. Mais encore une fois, c'était une personne qui avait aussi la faculté de s'adapter aussi à nos process. Faire attention, hein, c'est pas non plus, on nous a pas filé un bouton noir en disant voilà, on débrouille avec ça, elle comprend rien. À vous d'essayer de créer un poste autour d'elle. Non, elle s'est un petit peu adaptée aussi à notre façon de travailler, elle a essayé de comprendre. Beaucoup dû batailler, je pense, au début. Elle avait des qualités de chef de projet, donc quelque part ça nous a aidé. Alors qu'on était en train de mettre en place justement des nouveaux outils, donc quelque part elle avait un plus, il y avait un moins sur la partie comptable, elle n'était pas comptable, donc on a dû prendre toute une partie du travail d'un manager, on a dirigé vers un autre manager, et l'autre manager, on l'a débarrassé de certaines tâches qu'elle a récupérées à son compte. Donc on a juste réparti un petit peu les rôles. Au début c'était un petit peu compliqué encore une fois, mais ça s'est très bien passé. Parce qu'elle nous a apporté aussi des connaissances en gestion de projet qu'on n'avait pas forcément, qu'on ne voyait pas de la même manière. Donc
Mais encore une fois, hein, c'est une expérience qui était plutôt positive. Est-ce qu'elles le sont toutes? Je ne sais pas. Mais en tout cas, celle-ci, oui, c'était jouable. Alors qu'au début, j'y croyais pas. Ok. Et donc, ce qui a fait que c'était jouable, c'était quoi finalement? C'était le profil de la personne? C'était quoi? Je pense que c'était surtout la facilité, la capacité d'adaptation de cette personne. Elle est partie de notre société, elle n'a jamais eu de compétences comptables. Donc elle s'y est jamais fait à la compta, ça ne l'intéressait pas. Mais par contre, elle a apporté une rigueur, parce qu'elle avait quand même des points de contrôle, où elle suivait ses collaborateurs, elle avait une façon de communiquer avec eux qui était bien perçue par ces personnes-là. Elle était plutôt sympathique avec les gens, donc il y a plein de choses qu'on jouait en sa faveur. Alors au début, elle avait un vrai handicap avec sa non-connaissance de la compta. D'ailleurs, il y en a certains qui ont essayé d'en profiter un petit peu. Donc après, à nous, managers, responsables de service, de venir la soutenir pour pas qu'il y ait de dérapage. Et puis quand les personnes, je pense que ses collaborateurs sentaient qu'elle était quand même soutenue par sa hiérarchie et qu'elle apportait aussi quelque chose, parce qu'elle avait quand même, encore une fois, en gestion de projet, elle avait quand même une tête bien faite et elle leur a montré qu'elle pouvait leur apporter quelque chose. Il y avait quand même ce facteur qui était j'apporte aussi quelque chose, qui a joué en sa faveur. D'accord. Et du coup, il n'y a jamais eu l'idée de la former sur des aspects comptables? Ça s'est fait? Pourquoi? Parce qu'elle refusait. Elle voulait pas. Ah non, mais ça rentrait pas. Non, mais il y a des choses, il y a des personnes qui leur expliquer quelque chose. Elle entend, on répète, on essaie de les former, de leur donner une formation de 3 jours, des formations accélérées, on ne peut pas partir sur des formations de quelques années, mais ça ne rentrait pas et ce n'était pas son intérêt. Donc, et puis elle prouvait par ses capacités qu'elle pouvait nous amener d'autres choses qui sortaient du cadre, entre parenthèses, des enregistrements comptables, des clôtures, etc. Donc elle a su se faire sa place, quoi, surtout. Elle s'est fait sa place, oui. Mais parce qu'elle a une capacité de s'adapter un petit peu à des situations, et puis ça l'intéressait aussi. Il y avait quand même un beau projet qu'on mettait en place. C'est simple, le jour où on n'avait plus de projet, c'est-à-dire qu'on avait finalisé le projet SAP, on avait finalisé le projet Baseware, c'est des outils d'exploitation qu'on utilise nous pour notre travail, elle a souhaité quitter la société. D'accord. Et du coup, elle était arrivée là comment? C'était lié à quoi Parce qu'elle était sur un autre... elle était au sein de l'administration des ventes. Et l'administration des ventes, c'est, comme son terme l'indique, ils font quand même moins de comptabilisation que la partie comptable fournisseur. On comptabilise, d'un côté c'est toute la partie chiffre d'affaires, de l'autre côté c'est toute la partie dépenses. La seule différence, c'est qu'à partir du moment où dans l'administration des ventes, vous avez des flux que vous arrivez à automatiser en disant, je ne sais pas, je veux réserver sur un site, si je prends l'exemple de Pierre et Vacances, encore une fois, je vais réserver sur un site, je vais cliquer sur un bouton, je fais ma réservation, je paye, l'écriture comptable qui va en découler est automatique. Ça va partir pour tel site, ça va être tel chiffre d'affaires dans tel compte vers un client qui sera un client externe, un client lambda. Donc l'écriture comptable est automatique. D'accord, donc finalement il n'y avait plus de travail là où elle était, il n'y avait plus de quoi l'alimenter. C'est pas qu'il n'y avait plus de travail, c'est que quelque part ça faisait quelques années qu'elle travaillait dessus, elle commençait à s'ennuyer un petit peu. D'accord, donc elle a fait une mobilité. Moi, de mon côté, j'avais une création de poste parce que j'avais, je me rappelle à l'époque aussi, j'avais un manager comptable qui était défaillant, qu'il fallait remplacer. Et on m'a proposé sa candidature, donc j'avais reçu d'autres personnes qui étaient, dont je souhaitais travailler avec parce qu'elle avait des compétences comptables, des compétences techniques nécessaires. Et il y avait ce poste en interne. Cette personne qui souhaitait une mobilité qu'elle n'avait pas trouvée. Donc la hiérarchie m'a dit écoutez, celle-ci, on la connaît, elle travaille bien, on est sûr. Il faut qu'on essaie de la mettre sur ce poste et essayer d'adapter ce poste à son profil. Comme ça devient un peu compliqué. D'accord. Petit à petit, ça s'est fait quand même. D'accord. Mais c'est pas qu'il n'y avait plus de boulot sur l'administration. C'était vraiment un projet de mobilité finalement pour un collaborateur. Ok, d'accord. On va revenir dessus du coup, parce que sur les questions suivantes que j'avais justement, c'était sur tout ce process-là. Là, j'avais parlé avec la RH s'ils pouvaient favoriser la VAE pour des salariés handicapés, comment ils pourraient les accompagner dans cette démarche-là. Ma question pour toi en tant que manager, c'est comment toi tu pourrais par exemple te positionner en tant que manager pour une personne dans ton service qui fait une VAE typiquement.
est-ce que tu pourrais l'accompagner, est-ce que tu pourrais être un parrain, comment tu pourrais intervenir? Alors, une personne de mon service qui souhaite... Oui, qui fait une VAE sur un poste qui pourrait être à peu près équivalent au sien. Accompagner. En tout cas, dans quelle mesure? Comment La seule chose, pour moi, la principale, encore une fois, c'est un peu ce qu'on... Pour en revenir un petit peu à ce que je disais au début, c'est une personne qui commence à s'ennuyer un peu sur un poste, c'est destructeur pour elle, pour son image. À partir du moment où la personne est plutôt une personne dynamique, qui a ou qui n'a peut-être pas les compétences, mon rôle de manager, c'est plutôt d'essayer de la défendre en mettant en avant toutes ces qualités qu'elle peut avoir, dynamisme, adaptabilité, enfin ce genre de choses, auprès d'un autre manager. Et ça, par contre, je pense que c'est la meilleure publicité qu'on peut faire à un collaborateur pour l'accompagner, justement. Après, l'accompagner sur le poste, non, admettons que, je sais pas, moi j'ai une collaboratrice qui souhaite demain partir sur l'exploitation. Enfin, même si j'ai travaillé dans le distrib, ça n'a strictement rien à voir avec la gestion d'un site. Donc je ne vais pas pouvoir l'accompagner, sauf à vanter toutes les qualités qu'elle peut avoir auprès de la personne. Mais justement, si inversement, un collaborateur, lui, fait une VAE et que ce qu'il fait, justement, c'est en lien, au fond, avec ce que toi tu fais. C'est-à-dire que dans ce cadre-là, si un manager peut accompagner un salarié sur une VAE, c'est plutôt sur une VAE qui va être en lien avec le métier du manager, entre guillemets. D'accord. Donc là, toi, en tant que manager, sur un salarié, par exemple, en situation de handicap qui fait un dossier VAE, comment toi tu peux intervenir, bien entendu, en lien avec le métier Alors, comment je peux intervenir? À part lui consacrer du temps, je vois pas trop ce que je peux faire de plus. Typiquement, est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais faire? Est-ce que c'est quelque chose que tu aurais le temps de faire ou pas? Alors, temps de faire, oui. Même si je suis débordé, oui. Non, mais ça, après, c'est une question de volonté. On a envie qu'un collaborateur... Enfin, je le ferai sans aucun problème. Oui. Même s'il fallait vraiment beaucoup prendre sur mon temps de disponibilité personnelle, oui, je le ferai sans aucun problème. Okay. Mais ça, je pense que c'est... est-ce qu'on le ferait tous? Non, je pense pas. Ouais. Mais moi, je le ferai sans aucun problème. Parce que quelque part, c'est encore une fois, tout dépend des... ça, c'est pas bien ce que je dis, mais tout dépend de l'affinité que j'ai pour la personne. Si une personne, un de mes collaborateurs, a été... j'étais vraiment super content de travailler avec lui, que c'est un type qui était, une nana qui était vraiment tel que j'aime, disponible, sérieuse et compagnie. Quelque part, pour moi, c'est presque une fierté pour l'accompagner, de travailler pour elle cette fois-ci, et non pas l'inverse. Mais parce que ouais, il y a une motivation. Mais je pense que les managers que j'ai pu avoir, certains managers que j'ai pu avoir, et certains de mes managers actuels, je pense qu'ils feraient pareil pour moi. Parce qu'ils savent aussi ce que je fais pour eux, et je pense que c'est juste un retour de bâton qui est autre que le versement d'un salaire ou d'une prime exceptionnelle et compagnie. Là, par contre, c'est un peu plus personnel. Mais ça, c'est une question même pas de l'affinité, c'est... oui, d'affinité, peut-être un petit peu, oui. Ok. Mon autre question, c'est, du coup, là, ça va être plutôt au niveau de ton service, ou de manière générale, après, si tu as, par rapport au métier du groupe que toi tu connais, est-ce qu'il y a des passerelles qui existent? Comment on peut évoluer en ayant, par exemple, commencé sur un truc administratif? Est-ce qu'il y a une possibilité d'évoluer? Comment ça peut se mettre en place? Est-ce qu'il y a des limites? Est-ce que c'est compliqué? Toi, comment tu vois les choses là-dessus? Alors, en toute honnêteté, contrairement à beaucoup de personnes, je pense qu'il n'y a pas de limite. On est capable d'évoluer vers des postes, si on a vraiment la volonté. Alors après, sauf boulot très technique, je ne sais pas si demain je vais postuler sur un poste... moi, je prends mon cas, mais c'est parce que c'est plus simple de parler de ce cadre-là, parce que je me connais. Vers un poste d'architecte, par exemple, bon, il ne faut pas se leurrer, je n'aurai pas les capacités. Par contre, si demain je souhaite aller sur un site, prendre la place une possibilité d'ouverture de directeur de site qui se libère, je pense que j'aurai les capacités d'apprendre, de m'adapter. Mais par contre, est-ce
est-ce que c'est facile de faire ça? Non. Parce que les gens, enfin, d'après ce que je vois, dans le groupe, en tout cas dans notre groupe, j'ai l'impression qu'on n'est pas très ouvert à ce niveau-là. On a le manager qui va recevoir la personne, un peu ce qui m'est arrivé avec le manager que j'ai eu, qui, elle, par contre, n'avait pas de compétences techniques, donc là, quand même, c'était un peu plus justifié. Mais je pense que sur d'autres postes, on va avoir une certaine crainte. Est-ce qu'elle a l'expérience dans ce poste-là? Est-ce qu'elle a les diplômes qui correspondent à ce poste-là, etc., etc. Ce genre d'inquiétude, on ne met pas du tout, enfin on le met beaucoup en avant, mais la volonté, le dynamisme, l'adaptabilité de la personne, c'est complètement occulté. Et ça, par contre, souvent dans beaucoup de groupes, et celui-ci, j'ai l'impression que c'est aussi le cas, en toute sincérité. Voilà, on ne prend pas ces notions-là en compte, et qui sont peut-être parfois plus fortes que le diplôme qu'on peut avoir, qu'on n'a pas exercé un poste, mais par contre on a un diplôme qui va avec. Ouais, mais je ne suis pas certain que c'est le meilleur manager qu'on va pouvoir, enfin le meilleur candidat qu'on va pouvoir avoir pour le poste en question. Encore une fois, il faut rester quand même dans le cadre d'un boulot qui ne nécessite pas une connaissance technique particulière. Si je vais postuler, je n'irai pas postuler demain pour un poste d'architecte pour construire un bâtiment. Parce que là, il faut reprendre des études, clairement. Il faut reprendre des études. Mais par contre, si, avec un minimum d'accompagnement, ce que tu disais tout à l'heure, on arrive à je sais pas, un poste de responsable technique et compagnie, ça, je pense qu'on serait capable de le faire. Enfin, un de mes comptables est capable de demain responsable technique, s'il en a la volonté. Et ça, j'en suis persuadé. Mais il faut juste l'accompagner un minimum. Et du coup, justement, sur cette question d'accompagnement, selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait? Qui pourrait intervenir? Voilà, qu'est-ce que ça nécessite? La personne qui pourrait intervenir, il faut nécessiter un parrain, tout simplement. Et aussi enfin dans tous les milieux, c'est-à-dire que demain j'ai je sais pas moi, un comptable qui veut être directeur de site, il postule pour un poste, il faudrait qu'on puisse avoir comme ce que je connaissais moi en distribution, c'est-à-dire qu'il y avait une personne qui avait vocation de devenir directeur d'un hyper. Et ben on allait dire tout simplement, pendant 6 mois, il va accompagner, donc il va faire du travail, il ne va pas non plus se reposer à prendre des notes, etc. Mais il va accompagner un directeur de site dans ses fonctions pendant 6 mois, voire il va le remplacer quelques jours par semaine. Et petit à petit, il va se former sur le terrain. Donc il aura une formation par un manager aguerri sur ce poste-là. Et après, on le lâche dans la nature au bout de 6 mois sur un poste. Et ça, alors je sais pas, ça existe peut-être chez PV, mais j'en ai jamais entendu parler. D'accord. Et justement, c'est quoi les limites dans ce cas-là? Par exemple, cette personne-là, finalement, c'est quelqu'un qui était dans un service, qui va finalement aller dans un nouveau service. C'est quoi les limites entre déjà sa mobilité, finalement? C'est-à-dire, il quitte là pour venir là. Ici, est-ce qu'il y a une nécessité de réorganisation? Où se trouvent les limites là-dedans? Pour moi, il n'y a pas de nécessité de réorganisation. Alors, les limites, je sais pas s'il y a des limites. Mais limite à quoi d'ailleurs? Je sais pas moi, financière, est-ce qu'il peut y avoir des limites en termes de réorganisation? Et du coup, c'est quoi les limites qui existent et comment est-ce que ça peut se mettre en place tout ça finalement? Parce que effectivement. Mais encore une fois, je pense que la personne, quand on met ce genre de cas en place, la personne ne va pas sur le nouveau poste, en tant qu'observateur. Elle y va en tant que salarié, donc elle va bosser quand même. Elle accompagne, elle a des tâches à faire qui sont peut-être pas aussi performantes que celui qui montre les connaissances qu'il a, parce que naturellement il est là pour partager ses connaissances. Donc naturellement elle va bouffer du temps de cette fameuse personne, mais quelque part elle va aussi lui rendre, au départ c'est toujours pareil, demain j'embauche un nouveau collaborateur, je vais avoir une perte de temps au départ parce qu'il faut l'habituer au nouveau système d'exploitation, il faut lui expliquer un petit peu les rouages de la société, etc. Mais petit à petit, ça va être payant parce que la personne, encore une fois, si c'est une personne dont on sait qu'elle a un dynamisme, un comportement, je ne vais pas dire exemplaire, mais un bon comportement, quelque
part, c'est une personne qu'on aura gardée dans la société, qu'on n'aura pas perdue. Donc, quelque part, c'est une économie qu'on va faire. Embaucher une personne de l'extérieur sans savoir si elle va rester ou pas. Enfin, moi, j'ai eu le cas chez nous de personnes qui venaient de l'extérieur et qui, au bout de 3 mois, me disaient non, enfin, ça ne m'intéresse pas, je pars. Donc, j'ai quand même formé la personne pendant 2 mois et je l'ai perdue au bout du 3e mois. Où est l'économie là-dedans? Ouais. Donc c'est finalement plus pertinent au fond de d'avoir façon, si on sait que le collaborateur vaut le coup et qu'il a un souhait d'évolution vers un poste qui l'intéresse, c'est peut-être pas une évolution verticale, c'est juste horizontale. Ouais. Alors naturellement, son patron qui a un bon collaborateur risque de le perdre parce qu'il va partir, je sais pas moi, de l'exploitation, il va partir vers le contrôle de gestion, vers la compta ou autre. Son patron va dire mais merde, je perds un bon collaborateur. Tu le perds toi, oui, mais le groupe le garde. Et pour moi, c'est bénéfique. Après, si la personne, encore une fois, la formation, le temps qu'on va perdre pour former cette personne, est-ce qu'il sera vraiment plus lourd que de former une personne qui vient de l'extérieur? Je ne suis pas certain. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a des limites financières? Oui et non. Parce que les limites financières, on va les connaître aussi si on prend quelqu'un de l'extérieur. Est-ce qu'il y aura des... encore une fois, je pense que c'est donner la chance, non pas... C'est pas très bien ce que je dis non plus cette fois-ci, mais à tous les collaborateurs, parce qu'il y a un collaborateur qui a envie de changer, ouais, je me fais chier dans le boulot, merde, j'ai envie d'aller voir ailleurs. Ok, mais quand tu vas voir ailleurs, c'est parce que vraiment ça te passionne ou c'est parce que tu as envie de voir ailleurs? Et si c'est juste aller voir et perdre du temps à former une personne qui peut-être ne vaut pas plus le coup que ça, là c'est une perte financière. On est d'accord. Par contre, une personne qui a perforé, enfin qui a bien travaillé, qui a été encore une fois un bon collaborateur et qui a un souhait d'évolution. Donc est-ce qu'on a envie de le perdre dans le groupe ou est-ce qu'on a envie de le garder dans le groupe? Si on voit que moi j'ai plein de collaborateurs qui sont excellents, si demain ils me demandent de partir vers un autre poste, alors naturellement je vais perdre un de mes collaborateurs, par contre il va falloir le former sur un autre poste, mais par contre je sais que c'est un bon collaborateur. Quelque part je me dis mais je vais rendre service, je perds encore une fois un bon collaborateur, mais le groupe va garder un bon collaborateur aussi. Ouais. Et quelque part, puis quelque part c'est une fierté aussi pour moi. On a bien un responsable de la paye au sein du groupe qui est un ancien comptable, voire être comptable même si je me trompe. Ok. Du coup, ça répond pas mal déjà aux questions que j'avais un petit peu là. Là, je vais arriver plutôt sur la dernière question que j'avais posée à la DRH. Donc moi la question que je leur avais posée c'était est-ce qu'en tant que DRH ils pouvaient encourager la création de postes sur la base bien entendu de la réalité du terrain du manager, ça veut dire moi j'ai des besoins, j'ai de quoi l'alimenter, etc. Et encourager finalement c'est un peu ce qu'on dit depuis tout à l'heure, hein. C'est des choses que toi t'as finalement vécu, c'est-à-dire j'ai un collaborateur XY qui est en difficulté là, finalement on l'intègre dans un nouveau service et on essaye de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour qu'il puisse aider le service, qu'il puisse avoir un poste. Et est-ce que en plus, ça serait dans quelle mesure ça serait possible que ce poste puisse être entre guillemets évolutif, c'est-à-dire qu'il ait la possibilité au fur et à mesure de monter en compétences? Dans quelle mesure ça serait possible? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se faire? Toi, par rapport à tes expériences que tu as, quelles seraient les limites d'un projet comme celui-là, entre guillemets? Les limites, c'est le salarié qui les a en lui. Quelles sont les limites? Après, si on lui offre une opportunité et que la personne a une capacité d'évolution, c'est quoi ses limites? Demain, il sera directeur du groupe, pourquoi pas? Enfin, on a bien eu des responsables de site qui ont commencé comme, sauf erreur de ma part, comme simple agent d'accueil, je sais pas comment on appelle ça, hôtesse d'accueil, et qui s'est retrouvée directrice d'un village. C'était quoi ses limites? Elle avait les facultés, la passion, elle a pu évoluer, donc elle a profité des opportunités. Je pense qu'elle a eu aussi de la chance d'avoir des managers qui lui ont fait confiance, des responsables de pôle qui ont dit tiens, cette personne-là, apparemment, on dit que du bien d'elle, donc on va la faire évoluer. On l'a accompagnée, naturellement, c'est pas fait tout seul, je présume qu'elle a dû être accompagnée, ça a coûté quelque chose à la boîte, mais ça a rapporté beaucoup à la boîte aussi. Donc les limites, je pense que c'est un non. Si on a l'opportunité, naturellement. Et ça serait bien d'offrir ces opportunités à certains collaborateurs, mais il faut encore avoir l'opportunité, c'est pas une création de poste par contre.
après, il y a quand même ce que tu disais tout à l'heure, il y a l'aspect financier, parce qu'on a les moyens. Sinon, on ferait plein de choses, enfin, tout le monde pourrait évoluer dans tous les sens, mais c'est juste aussi un besoin de la société, du groupe. Et si on a ce besoin, accompagner encore une fois un bon collaborateur qui a envie d'évoluer, a envie d'aller vers ce chemin-là, tout est jouable. Et puis après, c'est lui qui crée ses limites. Il ne faut pas qu'il soit trop gourmand, il ne faut pas qu'il essaie d'aller trop vite, parce que naturellement, il y a quand même quelque part un besoin étape par étape. On y va par étapes, on ne saute pas les étapes surtout. Et puis après, il y a quand même un besoin qui doit exister, parce que tu disais... ça part d'un besoin, toujours. Oui. Ouais, non, toujours. Quand je parle de création de poste, c'est vraiment sur la base d'un besoin existant. Il y a cette idée de réadapter, de recréer, de retravailler finalement. C'est un peu comme ce que vous avez fait finalement, c'est-à-dire que vous avez eu quelqu'un qui avait un besoin, mais il a fallu réorganiser au fond. Oui, on a juste réorganisé un petit peu, enfin attention, c'est quand même une réorganisation parce j'avais le CV de la personne, je savais ce qu'elle savait faire et ce qu'elle ne savait pas faire. Ça ne veut pas faire. Ouais, c'est important d'avoir ces informations-là. Naturellement, à partir du moment où vous avez les informations, vous savez ce que vous devez faire de votre côté et le temps que ça peut prendre, naturellement, parce qu'il faut comprendre aussi, on ne va pas dire, tiens, j'ai une personne, je vais pouvoir l'occuper pendant 20% de son temps, après le reste, ça va. Non, là, c'était pas le cas. Je savais que le fait qu'avec les projets qu'on avait mis en place, je pouvais l'occuper à 100%, voire à 110%. Donc oui, il y avait un réel besoin de la boîte. Il y avait, moi j'avais une crainte, mais comme parce que je suis un peu bête parfois, je me dis oula, non c'est pas bon, elle n'est pas comptable. Une réaction complètement basique au départ en me disant. Puis après je me suis dit prenant un minimum de recul, en me disant après tout, c'est vrai que c'est assez faire. Et puis c'est vrai que le contact est bien passé entre nous. C'est vrai qu'elle a peut-être des idées que moi je n'ai pas vues encore, parce qu'elle le voit d'une autre manière peut-être moins comptable, etc., etc. Tout ça fait qu'on se dit, après tout, pourquoi pas, on va essayer. Donc finalement, ce que, on va dire, tu pourras avoir besoin toi en tant que manager, si ça devait se renouveler par exemple, ça serait d'avoir le dessin un peu du profil de la personne pour savoir finalement comment est-ce que... C'est obligatoire. Au début, tu es obligé d'avoir quand même un petit peu de connaissances, et puis là aussi, pourquoi on a ouvert la porte à cette personne-là, c'est qu'elle faisait partie du groupe. Elle viendrait de l'extérieur, c'était même pas la peine. C'est vraiment le fait que ça soit quelqu'un qui est au sein du groupe. Bien sûr. Enfin, venant de l'extérieur, on n'aurait pas pris le risque. Ouais. Mais pas du tout. Là, on savait que la personne avait quand même une bonne mentalité. Elle était quand même plutôt pas avare de ses heures s'il le faut. Elle était investie dans le groupe, enfin bref, il y avait quand même pas mal de choses qui étaient outre le fait des compétences comptables qu'elle n'avait pas, elle avait plein de qualités qu'elle pouvait mettre en avant, parce qu'on les avait jugées, ces qualités. Donc finalement, pour résumer un petit peu, je dis ça parce que après échange notamment avec les DRH, moi ce qu'ils me disaient c'est oui, on peut mettre en place des choses de ce type-là. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire un bilan de compétences par exemple, pour identifier les compétences, les capacités, les qualités. Il y a le bilan de compétences, mais aussi le retour de... je pense que c'est quand même, ça a toute son importance, le retour. Ce qu'on fait avec un recrutement extérieur, on va demander l'avis des sociétés dans lesquelles le salarié en question a travaillé, d'avoir le retour d'expérience de son manager. On connaisse un petit peu, encore une fois, quand on prend une personne du groupe, on a beau côtoyer une personne, on se rend compte d'un pouvoir, on se rend compte des fois d'un pouvoir, on ne se connaît pas. On ne sait pas comment on bosse. Alors, si demain je vais travailler chez toi, tu me dirais, il bosse comment? Tu me poses bien la question à quelqu'un. Et je pense que ça, par contre, c'est hyper important aussi. Naturellement, de savoir l'expérience qu'il a, mais de savoir aussi son comportement humain. Comment il se comporte, comment il est, est-ce que je peux travailler avec lui, ou pas. Toutes ces questions qu'on peut poser, la question, on ne va pas la poser à un collaborateur, on va la poser directement au manager de la personne. Donc, le retour d'expérience du manager aussi, c'est important. Je pense que moi, personnellement, c'est la première chose que je fais. Demain, on me propose un collaborateur, la personne qu'on m'a proposé, qui n'était pas du tout comptable, je ne parle pas du manager, je parle de l'autre collaboratrice qui venait de l'administration des ventes également d'ailleurs, qui n'est pas de compétences comptables, que j'ai mis sur un poste agent administratif.
Ok, donc elle n'a pas de compétences comptables, mais c'est quoi ses qualités humaines, enfin, elle se comporte comment, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire avec elle, quoi. Exactement, j'ai des son manager. Tu peux me dire plus sur son comportement. Le boulot, bon, je vais faire un autre boulot que le tien. Donc, pas du boulot, enfin si, tu me parles un petit peu de... Elle était comment, elle était sérieuse, pas sérieuse, donc ça c'est au niveau du boulot, d'accord. Mais par contre, entre humain, elle est comment ça va être la personne hystérique du service, ou ça va être plutôt la personne posée qu'on prend un temps, etc., etc. Enfin, toutes ces questions qu'on peut poser à un manager, et ça paraît évident. Ok, super. Bon, je sais pas si j'ai répondu. Très très bien, franchement parfait.